Bonsoir à auditrices, auditeurs du studio Kalangu. Il est 17h25 à Niamey. C'est l'heure de votre émission Forum de la presse. Un rendez-vous avec nos confrères de Niamey pour le décryptage des faits ayant marqué la semaine qui s'achève. Pour ce vendredi 26 décembre 2025, nous avons 3 sujets au menu. Le deuxième sommet des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel s'est tenu en début de la semaine à Bamako, la capitale malienne. En dehors de la désignation du président du Faso comme président de la Confédération, le sommet a parlé essentiellement de 3 choses. Le lancement officiel de la force unifiée de l'AES, la télévision de l'AES et l'inauguration de la banque d'investissement de l'AES. Un autre sujet, au Niger, les autorités ont adopté un nouvel arrêté visant à réglementer la commercialisation du gaz domestique. Le texte a été signé le 10 décembre par le ministère du Commerce et de l'Industrie et publié le 23 décembre par le même ministère. L'arrêté fixe un cadre juridique pour les centres amplisseurs et les revendeurs de gaz sur l'ensemble du territoire national. L'actualité, c'est aussi le sport, particulièrement la 46e édition de la lutte en cours au Niger. À la date d'aujourd'hui, 4 régions sont éliminées de la course. On va en parler tout de suite. Pour le décryptage de ces sujets, au plaisir de recevoir Armi Abba, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Armi. Bonsoir Pablo. Maïmouna Jado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir Maïmouna. Bonsoir. Doyen Ousseini Jibo Issa, il est aussi avec nous dans ce forum de la presse. Bonsoir Doyen. Bonsoir. Pour la modération, je suis Tarnan Fouda Ahmed. La technique sera assurée par Abdoulaye Yakouba. Le forum de la presse, c'est parti pour 35 minutes d'échange. Le 23 décembre 2025 s'est déroulé le deuxième sommet des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel à Bamako, au Mali. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a été désigné président de la Confédération des États du Sahel pour un mandat d'1 an, succédant au général d'armée Assimi Gota. À côté de cette désignation, 3 points essentiels ont été évoqués, notamment le lancement de la force unifiée de l'AES, le lancement de la télévision de l'AES et l'inauguration de la banque d'investissement de l'AES. Monsieur Armi Abba, on commence par la désignation du président du Faso, Ibrahim Traoré. Quels sont les enjeux de cette présidence? Lui, en tant que deuxième président de cette institution, désormais, il va veiller sur la mise en œuvre des recommandations issues de la deuxième session. Ça, c'est vraiment un certain nombre de choses. La banque a été mise en place. Maintenant, son opérationnalisation, ça sera une de ses tâches phares, mais aussi l'armée, je dirais, commune qui va opérer au titre de 3 pays. Ça sera un des aspects importants sur lesquels il va y mettre, mais aussi le plus grand problème de l'AES, on sait que c'est aussi cette histoire de terrorisme, n'est-ce pas, qui je ne sais pas, en tout cas, l'impression qu'on a ces derniers temps, c'est qu'il y a une certaine accalmie, et donc il aura pour responsabilité aussi de veiller à ce que Monsieur Arumi, est-ce qu'on sait d'où vient cette accalmie? La main, dit-on, ne peut pas cacher le soleil. S'il y en a des attaques, comme avant, on ne peut pas ne pas être au courant. Parce que notre rôle, c'est de dire la vérité. Et c'est avec beaucoup de plaisir, quand il y a un recul en la matière, qu'on va le dire. Maintenant, il faut que ce recul-là se maintienne, mais aussi se renforce pour que nos déplacements, nos nuits dans nos villages ne soient pas encore vraiment des problèmes pour nous. Et ça, je sais que c'est la tâche qui incombe aussi au nouveau président, Ibrahim Traoré, de faire face à ce genre de préoccupations. L'accalmie, on le sent. Il y a peut-être une opposition à la communication autour de cette question, mais comme je l'ai dit, la main ne peut pas cacher le soleil. Merci beaucoup, Armi. Maimouna, un autre enjeu, c'est le renforcement de l'intégration régionale et la souveraineté des pays membres. Selon vous, comment cela doit se faire? Surtout, c'est l'une des tâches qui incombe au nouveau président de la Confédération. Je pense qu'avec Traoré, les choses vont bouger au niveau de l'AES. Pourquoi je dis que les choses vont bouger? Déjà, le mandat du président malien, pratiquement, c'est comme si les choses n'ont pas évolué. N'ont pas évolué dans quel sens? Parce que déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées. Dans le sens d'abord du terrorisme, dans le sens aussi de l'intégration. Parce que certains
de nos concitoyens se plaignent de la libre circulation. Il y a toujours des axes aujourd'hui qui sont en difficulté. Ou même avec ton passeport, tu ne peux pas en fait circuler librement comme tu le veux. Donc je pense qu'avec Ibrahim, il y aura un changement. Celui qui peut voyager au Niger pour aller au Burkina Faso, c'est pas un problème. Celui qui doit aussi voyager pour aller au Mali, n'empêche les tracasseries que je viens de dire, c'est pas un problème. Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un quand même qui ne mâche pas les mots. C'est quelqu'un qu'on a vu sur le terrain. C'est quelqu'un qui, sa manière de dicter, sa manière de parler au nom de l'AES déjà nous réconforte. Voilà, merci beaucoup Maimouna. Ousseini, quels sont les enjeux sur les plans de développement économique et les infrastructures dans la région? Les enjeux sont beaucoup. Le tout n'est pas de dire qu'on a des ressources. Encore faudrait-il créer les conditions de pouvoir les exploiter et de les mettre en valeur. Ça, c'est l'un des défis majeurs. Il y a des ressources qu'on peut exploiter rapidement qui ne posent pas de problème. Comme quoi, par exemple? Comme l'or. Vous extrayez l'or, vous avez une maîtrise de l'or au Mali, au Burkina Faso. Aujourd'hui, ils savent quelles sont les quantités qui sont réellement produites. Nous, notre défi ici au Niger, c'est de pouvoir contrôler les quantités qui sont produites chaque année. Parce que c'est là où ça se joue. C'est avec l'or que le Burkina, Capitaine Ibrahim Traoré est en train de développer. Parce qu'il sait exactement combien sort et c'est l'État qui contrôle. Au Mali, c'est la même chose. Maintenant, il faut qu'on crée les conditions chez nous particulièrement pour faire en sorte que l'or là, qu'on extrait, parce qu'on a autant de quantités. Quand je prends ce qui se passe dans le Yado, il n'y a pas une région du Niger où il n'y a pas l'or. Il n'y en a pas. Il y a aussi la question des infrastructures dans la région, comme des routes et autres, parce qu'il faut désenclaver aussi l'espace confédéral. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Quels sont les enjeux? Vous savez, il n'y avait pas tellement de problèmes à l'époque. Mais pour pouvoir faire des routes durables, des routes qui vont pouvoir servir, il faut d'abord parvenir à éradiquer ce fléau, l'insécurité. Regardez comment les axes stratégiques pour relier le Niger et le Burkina, pour relier le Mali et le Niger, regardez comment ces axes-là ont été détruits. Un temps, le bulletin de l'armée, ils disent que les djihadistes, ils procèdent par la destruction des infrastructures, les ponts, le dynamitage des routes, des ponts et tout. Il faut pouvoir mettre fin à ça. Et de manière durable. Et je pense que la mise en place de cette force unifiée, qui n'est pas la force de G5 Sahel. C'est quoi la différence entre les deux? On a passé dans le G5 Sahel à faire des réunions contre-productives. Ici, cette force unifiée-là, c'est une force qui va comporter 5000 hommes, avec des moyens aériens comme terrestres. Et là, ce que je trouve intéressant dans cette formule, ce n'est plus une force qui va être là, dans la défensive, mais va être en offensive. Sinon, tant qu'il n'y a pas la sécurité durable, créer des infrastructures qui vont être détruites du jour au lendemain, moi, je ne vois pas la pertinence. Un autre point évoqué lors de ce sommet, c'est le lancement de la télévision de l'AES. Armi, qu'est-ce que vous pensez de cette télévision et quel sera son rôle? Son rôle, ça sera vraiment de couvrir, de communiquer sur justement les activités de la Confédération. C'est aussi une façon de communiquer ensemble. Je pense que c'est une très bonne chose parce que il faut aussi harmoniser une communication non harmonisée, vous le savez. Surtout quand c'est une communication de crise, ça produit le contraire de l'effet escompté. Normalement, plein d'autres secteurs doivent aussi être mutualisés, si tant est que la Confédération doit continuer, grandir. Voilà quoi. Donc moi, je pense que c'est une très très bonne chose, en tout cas pour la mise en route vraiment de la communication gouvernementale des 3 pays membres de la Confédération. Ça sera normalement une communication unifiée, homogène, je dirais, harmonisée, qui peut vraiment produire les effets escomptés par les responsables de ces 3 pays-là, donc les responsables de la Confédération. Maimouna, cette télévision a été lancée dans un moment où pullulent les fake news. Selon vous, quel sera l'un des défis de cette télévision-là en ce moment? D'abord, l'un des défis, c'est de lutter contre la désinformation, parce que les communautés ont plus accès aux réseaux sociaux qui relaient des informations qui sont des fausses informations. Maintenant, avec cette télévision, je pense que c'est vraiment de faire en sorte que
les informations vont être diffusées au sein donc de cette télévision soient vraiment des informations crédibles, des informations où les ressortissants des 3 pays peuvent se retrouver. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller au Burkina Faso pour pouvoir entendre certaines informations. Alors, je pense que c'est la même chose pour le Mali et le Niger. Maintenant, avec cette désinformation, c'est vraiment le premier défi, c'est de lutter contre les fake news, la désinformation. Et je pense que s'ils arrivent à lutter efficacement contre les fake news, ça veut dire qu'on aura une télévision de confiance. Parce qu'il faut avoir d'abord cette confiance en cette télévision. Que les acteurs qui vont animer la télévision soient des acteurs d'abord qui vont mettre en avant la lutte contre la désinformation et également faire en sorte que les téléspectateurs croient en ce qu'ils sont en train de faire. J'aurais aussi appris, parce que c'est aussi, il faut en parler, que la télévision, c'est au niveau du Mali. La radio, certainement, ça sera au niveau du Burkina Faso. Et que le Niger aura la tâche d'avoir la presse écrite de l'AES. Aussi, c'est dispatché ainsi. Les 3 pays, chacun aura un rôle à jouer. Les médias auront leur rôle à jouer. Hussein, un mot sur le lancement de cette télévision de l'AES. Je vais d'abord un peu rectifier avec Memouna. Ce n'est pas un journal physique. Je crois que c'est une plateforme d'information. Oui, c'est pas. Oui, c'est pas parce que ça ne peut pas être un journal physique. C'est électronique en fait. Oui, c'est les journaux en ligne là. Mais pourquoi pas un journal physique ou bien ça? Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand est-ce qu'on va imprimer le journal, dispatcher ça dans les autres, même si on doit l'envoyer? Il y a un machin, d'abord il y a le coût, il y a la question de coût. Maintenant, si c'est en ligne, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Le numérique, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, c'est une bonne chose d'avoir mis en place et d'avoir lancé cette télévision-là. Mais moi, mon inquiétude, on dit avoir mis en place cet instrument-là pour lutter contre la désinformation des médias occidentaux. Mais il faut aussi qu'on s'assure que ces médias-là qu'on a mis en place ne soit pas un média de propagande. C'est aussi ça, l'autre enjeu. C'est-à-dire qu'on cache les informations aux citoyens et qu'on donne que des informations qu'on a envie de donner. Moi, c'est ça un peu mon inquiétude. Parce qu'il faut aussi laisser les citoyens s'exprimer à partir du moment où c'est un instrument qui a été créé au nom des citoyens de ces pays-là. Il faut qu'il y ait la pluralité dans le cadre du fonctionnement de cet instrument-là. Tant qu'il n'y a pas la pluralité d'opinion, moi, je me dis, c'est un peu inquiétant. C'est aussi ça, les enjeux. Voilà, merci. On va marquer une petite pause avant d'entamer le deuxième sujet de ce forum. Le gouvernement nigérien a adopté un nouvel arrêté pour réglementer la commercialisation du gaz de pétrole liquéfié, GPL. Le texte fixe les règles pour les centres emplisseurs et les revendeurs, notamment Armi. Quel est l'objectif principal de ce nouvel arrêté réglementant la commercialisation du GPL au Niger? À mon avis, c'est un objectif très noble. Mais il ne faut pas se le cacher. Beaucoup de gouvernements et même des régimes ont échoué souvent. Sur cette question des gaz? Oui, il faut saluer la témérité du ministre Abdoulaye qui s'est personnellement apparemment impliqué. C'est aussi l'avantage d'avoir souvent des membres du gouvernement qui ont goûté à la difficulté de la chose avant de venir. Depuis, si je ne m'abuse, sous la présidence du président Tanja, ce problème de prix vraiment fixé par le gouvernement a été toujours posé. Je disais que c'est un noble objectif parce que c'est pour réduire le coût d'un produit assez stratégique aujourd'hui pour la population, n'est-ce pas, à son prix normal. Le ministre est sorti dire, sur une bouteille de 12 kilos, voilà ce que le commerçant gagne. Selon ce qu'il a dit, c'est 250 francs. Sur la bouteille de 6 kilos, c'est 150 francs. Et que le mécanisme a été dévoyé parce que normalement, c'est aux emplisseurs de fournir et les bouteilles et les livrer aux revendeurs. Aujourd'hui, chaque revendeur qui s'est créé, il achète ses bouteilles, n'est-ce pas, et il essaie d'aller assurer le transport. Et sous prétexte que le transport coûte cher, que la conservation ou vraiment le gardiennage ou je ne sais plus autre chose coûte cher, on augmente quand même, en plus du bénéfice de 250 qu'ils ont, ils nous fixent un prix
standard de 5 000 francs, mais une différence de 1250 par rapport au prix fixé, c'est énorme. Vous trouvez ça trop, quoi? Moi, je trouve que c'est trop parce que ils n'ont qu'à aller chercher ça à l'extérieur si c'est le cas. Parce que c'est le gouvernement qui fixe le truc de prix. Pourquoi pour l'essence ça marche? L'essence était à 600 et quelques, on a ramené à 500. Personne n'a bougé de. Et ça a marché. Moi, je conseillerais d'ailleurs au gouvernement d'avoir des boutiques témoins. C'est-à-dire des gens, comme à l'époque la Coporo ou des choses comme ça, où les gens vont s'approvisionner pour une certaine quantité. Pour toutes nos familles, aujourd'hui, c'est un produit stratégique. Ça ne peut pas faire l'objet de spéculation. Voilà, merci beaucoup Aremi. Maïmouna, comment cet arrêté compte-t-il améliorer la sécurité des consommateurs? Ça va améliorer la sécurité des consommateurs. Parce que là si l'État a déjà par point expliqué ce qu'il faut aujourd'hui pour être aussi un revendeur, voilà comment est-ce que ça doit se faire. Tu dois être d'abord en règle, je pense bien. Et c'est écrit dans le document que le prix qui sera fixé par l'État, c'est à ce prix-là que tu dois t'en tenir. Tu seras revendeur, mais tu vas vendre aux autres citoyens avec le même prix que l'État. Ça fait longtemps qu'on n'arrivait pas à avoir une stabilité des prix au niveau donc, du gaz. Je pense que les régimes, en tout cas, qui ont succédé, ont fait des pieds et des mains pour pouvoir corriger la situation des prix des gaz. Mais là, voilà qu'il y a un rebondissement. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, personne ne se plaint du prix. Les consommateurs sont satisfaits du prix qui a été fixé. Parce qu'avant, il fallait d'abord faire des calculs. Je dois payer les 12 kilos de bouteilles de gaz ou bien je dois augmenter sur mes 5 000 là pour pouvoir avoir un sac de riz. Mais imagine, hein, si je dois débourser chaque 2 semaines 5 000 francs le gaz pour pouvoir remplir le gaz, ça veut dire qu'à la fin du mois, je vais me retrouver avec soit quelque chose de 20 000. Ouais. Mais aujourd'hui, avec cette possibilité de 3 750, je peux la petite bouteille de 6 kg et la grande bouteille de 12 kg. À 5 000. J'ai tout le mois, en tout cas, pour pouvoir utiliser avec 5 000 francs. Donc, il y a une certaine sécurité à ces niveaux. Il y a une certaine sécurité. Mais maintenant, il y a un frein aussi, l'accessibilité de certaines bouteilles de gaz qu'on n'arrive pas à retrouver, qu'on n'arrive pas à voir. On va revenir sur cette question. On va revenir sur cette question d'accessibilité tout de suite. Mais entre-temps, on va demander au doyen Ousseini. Le texte prévoit des sanctions en cas d'infraction, notamment la saisie des bouteilles. Est-ce que cela ne risque pas de pénaliser les consommateurs qui n'ont pas forcément les moyens de vérifier la conformité des bouteilles? Le problème de ce pays, ce n'est pas un problème de texte. C'est un problème de rigueur dans la mise en application de ces textes-là. Aujourd'hui, quand vous allez en ville, dans les quartiers, les revendeurs comme on les appelle, ils prennent n'importe quelle bouteille. Moi, j'amène mon bouteille Niger Gaz. On me donne on me fourgue une autre bouteille. Je me retrouve avec une bouteille qui n'a rien à voir avec, on me donne Gani Gaz. Moi, j'ai besoin de gaz, peu importe. Maintenant, le mécanisme qui a été mis en place, la seule chose, tout à l'heure, Arimi l'a effleuré, de point de vente témoin. Et c'est ça en plus seul. Ça dit dans tous les quartiers, on va identifier des endroits où eux-mêmes vont venir. Mais maintenant, il y a un travail à faire. Le principal travail à faire, c'est la récupération des bouteilles que les gens ont. Parce que moi, quand je viens acheter le gaz, l'essentiel qu'on me dise qu'il y a gaz. Moi, l'essentiel que j'ai le gaz à la maison. Mais maintenant, je me trouve dans une situation où il y a même des bouteilles bizarres. Où tu ne sais pas. Comme quoi, avec des noms bizarres où tu n'arrives pas à te situer. Bon, vraiment. En mairie, si je dois aller remplir, il faut que j'amène une bouteille qui corresponde à la couleur Alors, je vais faire quoi? Je dois jeter ma bouteille là. Maintenant, il faut faire l'effort parce que ça n'a pas été réfléchi. Il faut dire aux 100 ans plus, vous pouvez récupérer ce type de bouteille là. Vous donnez à la personne. C'est une question de couleur, non? De couleur, oui. De couleur, des criteaux sur la bouteille. Oui, mais vous pouvez récupérer. Mais tu vas amener. On va te dire non, ça ne correspond pas à nos bouteilles. Il faut aller chercher quelque part. Je vais aller chercher ça où? Moi, quand j'ai pris, le jour où j'ai pris là, est-ce que j'ai fait des problèmes? Moi, j'ai pris juste une bouteille de gaz. C'est le contenu qui m'intéresse. Ce n'est pas le contenant.
Maintenant, on se retrouve dans une situation, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation. Actuellement, J'en ai connu, oui, bien sûr. Okay. Qui sont confrontés à cette situation-là. Où ils sont sur les bras des bouteilles. Initialement, ce n'est pas leur bouteille. Mais ils se retrouvent avec des bouteilles où on te dit on ne prend pas. Tu vas faire comment? J'ai vu la dernière fois, dans mon quartier là, on est venu, on a ramassé ces bouteilles. On a ramassé même des bouteilles des gens qui sont venus déposer. Qui sont en attente. Les gens sont venus consigner leurs bouteilles. Ils n'ont pas, ils ont dit, bon, si le gaz vient, arrive, voilà, on a qu'à me donner une bouteille. Ils ont ramassé tout. Ils n'ont pas donné la possibilité même d'expliquer qu'il y a des bouteilles qui ne m'appartiennent pas. On lui pose un double problème. Parce que moi, c'est ma bouteille que j'ai déposée. Il n'y a pas gaz. Et la bouteille est partie. Armi, vous avez déjà vécu ces problèmes. Selon vous, comment on doit les régler? Donc, moi, je pense que les gens doivent se plier à la décision du gouvernement. Maintenant, il y a un grand absent, en tout cas que je ne sens pas, c'est les associations de la société civile défenseurs des droits des consommateurs. Normalement, ils doivent s'inviter, si elles n'existent pas, qu'on les crée pour vraiment défendre directement aussi. Ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Dans chaque secteur, il y a une association de défense des droits du consommateur qui a son mot à dire quand le problème se pose. Même tout à l'heure, vous avez évoqué les problèmes liés à l'accessibilité. Quels sont ces problèmes? Est-ce que vous pouvez nous relever quelques problèmes qu'on rencontre par rapport? Quand je dis l'accessibilité, aujourd'hui, trouver du gaz avec l'empreinte de n'importe quelle bouteille, là, c'est un peu difficile. Hein. Je vous assure, parce que quand on amène le gaz, là, le temps que toi, là, tu ailles chercher déjà, on te dit que c'est fini. C'est vrai, on est d'accord, le prix est revenu à la baisse, mais il faut que le produit soit accessible à nous autres. Hussein, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais rajouter quelque chose d'important. Qu'on dise que c'est dans tel quartier on va trouver gaz. Moi, je suis ici. On va me dire c'est à l'aéroport. Est-ce que ça, c'est sérieux? Imaginez le coût du transport. Tout ça là, c'est des détails auxquels il faut réfléchir pour pouvoir mettre un terme, créer les conditions pour que quand le gaz est là, ça doit pouvoir être disponible partout et au même prix. Tant que ce n'est pas ça là, le rationnement tel qu'on le fait aujourd'hui là, ça ne règle pas le problème. Ça fatigue les gens. Et surtout avec le nouveau quartier. Tu peux passer toute ta journée en train de circuler à la recherche d'une bouteille de gaz. Est-ce que ça c'est normal? Et veiller aussi à la quantité. La quantité aussi. Ah ben oui, parce que tu ne peux pas acheter une bouteille de 12 kilos, tu l'achètes, même pas 2 semaines ça finit. Mais il faut aussi veiller à la quantité. Hein. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces réponses pertinentes. On va marquer une petite pause avant d'entamer les derniers sujets de ce forum. Le troisième et le dernier sujet de ce forum est en lien avec la lutte traditionnelle. La ville de Tawa vibre au rythme de la tradition et de la compétition avec la 46e édition du Sabre national Cocoa 2025. Et cette compétition emblématique qui a ouvert ses portes le 19 décembre 2025 est un véritable symbole de la richesse culturelle et sportive du Niger. Monsieur Arumi, quelle lecture faites-vous de cette 46e édition? Écoutez, c'est le rendez-vous annuel attendu des Nigériens, mais qui est en termes de sport moderne très prévisible, très facile à pronostiquer, alors que bon, ça ne doit pas être le cas. On est à 50 ans de cette compétition. Donc même si c'est un homme ou une personne, vraiment, elle est en âge, 3e âge pratiquement. Normalement, ça doit être très fluide, très limpide. Mais ce n'est pas le cas, ça ne prend pas en compte tous les aspects, à mon avis, du sport, d'un sport moderne. Et pourquoi selon il faut regarder. Aujourd'hui, il en reste 9 normalement, voilà, qui sont debout. Il faut regarder le poids de tous ces 9. Chacun a plus de 100 kilos. Autrement dit, même dans l'histoire, à part peut-être Bala, dont la technicité est connue de tout le monde, quels sont les luttes qui ont moins de 100 kilos? Autrement dit, il y a un besoin criard que le poids doit être intégré dans notre lutte, n'est-ce pas? Et ce n'est pas le cas malheureusement. Et on met en avant les régions pour faire la compétition de lutte. Les ressortissants de toutes les régions n'ont pas le même poids. Les gens, c'est-à-dire, même dans la lutte dite traditionnelle, on nous fait croire qu'il n'y a pas de catégorie qui marche. Et du coup, aujourd'hui, quels sont les lutteurs de moins de 60 kilos? Les gens posent les problèmes des femmes, des non-voyants et tout, mais le problème concret même de ceux qui pratiquent déjà, aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'aller à la lutte en réalité, parce que tout le monde va pour être champion.
Or, si à 60 kilos, comment tu vas être champion face à quelqu'un qui a 100 kilos? Il faut réglementer. Moi, je pense qu'on doit fournir l'effort, de faire la violence, de passer à cela. Et chaque région, vous allez voir, va se spécialiser dans une catégorie. Même si on va destiner le sabre national à la catégorie les plus lourds, ok, chacun va au moins remporter une compétition. Donc là, il n'y aura pas un seul sabre, mais plusieurs sabres. Pourquoi pas? C'est la même chose qui se passe au plan mondial en judo, en taekwondo, en karaté, en que ça encore. Donc moi, je pense que ça, c'est le problème de notre lutte. Ça rend le truc non seulement lourd, mais fade. En tout cas, moi, c'est mon point de vue personnel. Mais sinon, la population, c'est issu de nos terroirs. C'est normal que la population ait beaucoup d'engouement. Mais aussi, de tout temps, les médias nationaux, la télévision nationale particulièrement et la radio nationale ont été mobilisés à 100% pendant les 10 jours. Et ce qui fait la popularité, c'est cela, il ne faut pas se le cacher. Si tu fais la même chose pour le taekwondo pendant 2 ans, 3 ans, ça va produire le même effet. Si tu fais la même chose pour le football particulièrement, ça va produire le même effet. Bon, vous le savez, c'est les médias qui doivent financer le sport et non le sport. Chez nous, c'est le contraire. Mais Mouna, qu'est-ce que vous pensez de cette 46e édition? Déjà, plusieurs régions éliminées. Oh, il ne reste que 3. Voilà. 3 régions en compétition. Il n'y a que Maradi, Tawa et Dosso. Déjà, pour Dosso, c'est 2 lutteurs. Ça qui n'est pas encore tombé. Pour Maradi, il y a Aïbou, ils sont au nombre de 3. Et Tawa qui en a 4, donc avec Noura. Maintenant, là, si on fait des calculs, c'est les gros qui vont manger les petits. Oui, qui vont manger les petits et les gros vont se retrouver encore dans la sphère de compétition. Ça veut dire que si on ne fait pas attention, soit ça va être entre Tawa et Dosso, parce que Isaac jusqu'à présent, lui, il est là. Il est là. Donc, ça veut dire que Tawa, qui a 4 lutteurs, peut avoir les chances d'aller soit en demi-finale et rencontrer la finale avec un des lutteurs de Dosso. Il ne faut pas exclure Aïbo aussi, parce que Aïbo aussi est venu avec, cette fois-ci, une forme physique. Véritablement, ce qu'on avait exclu, Niamey, Tilaberi, Agadez, Difa, n'était vraiment pas à la hauteur avec comme toujours. Comme toujours, parce que moi, ça ne m'a pas surpris. Quand on m'a dit qu'Agadez a été éliminé mais les cousins de Touareg, ils disent qu'il n'y a pas de Touareg militaire. D'autres disent que chacun a son sabre là-bas, ils n'en ont pas besoin. Il faut tenir compte de ça aussi, prochainement pour la lutte traditionnelle. Parce que là, vraiment, ce que Armi a évoqué, c'est vraiment un problème. Ousseini, vous avez écouté les 2 confrères et ils ont parlé de cette lutte traditionnelle qu'il faut moderniser ou bien qu'il faut catégoriser en fonction de poids. Vous, à votre niveau, il faut moderniser. Je suis d'accord avec ce qu'Arimi a dit. J'ai vu, ils ne sont pas techniques, les jeunes gens. Mais on va te présenter, tu vas te trouver, tu es parti. Zokeizabi. Tu vas tomber sur quelqu'un qui a 100 kilos. Toi, tu n'as que 100 kilos. Quelle que soit ta technicité, c'est Dieu seul qui peut te sauver. Voilà. Comment tu peux affronter, quelle que soit ta technicité, terrasser quelqu'un qui a 100 kilos? Zokeizabi, là, c'est ça qu'il faudrait modifier. Non, il faut modifier. On met les catégories ensemble. Chaque catégorie, on peut dire catégorie 80, 70, 80 kilos. Catégorie 120 kilos. Catégorie ainsi de suite. Quitte à multiplier les sabres. Dans chaque catégorie, on donne premier prix, deuxième prix, troisième prix. Ça coûte quoi de le faire? Et ça donne plus d'engouement à la lutte. Oui. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je vois, souvent, on va amener un friluquet. Comment il peut résister face à quelqu'un qui a 100 kilos? Dans cette situation, est-ce que la technique compte? Parce que beaucoup mettent l'accent sur la technique. La technique compte, mais quand à poids égal. La technicité ne compte pas. Quand le monsieur est plus balèze que toi, quelle technicité? Tu rentres dedans, tu prends son pied, tu ne peux même pas soulever. Comment tu peux le faire? Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de ce forum. Une dernière question. Arimi Abba, selon vous, qui va remporter ça? Souvent, ça pose des problèmes. Mais vu qu'à Tawa, il reste 4, parce qu'après, encore, on va dire ils sont de la même équipe. Tant qu'il y a quelqu'un de l'autre équipe qui est debout, il faut qu'il terrasse les 3 pour venir en finale avec. C'est comme ça que ça se passe malheureusement. Donc c'est difficile dans la lutte nigérienne de mettre en opposition des lutteurs de la même région, okay. Sauf s'il y a 3 en demi-finale ou s'il y a 2 finalistes de la même région. Donc ça aussi c'est des choses qu'il faut régler
Moi, à mon avis, la solution à ça, c'est de mettre en place des clubs, des écuries comme au Sénégal. N'est-ce pas, dans la ville de Niamey, il peut y avoir 2 écuries, ainsi de suite. Maintenant, moi, j'avais pronostiqué depuis la veille, avant que les combats ne commencent, pour Aïbo. J'avais aussi dit, ça n'a pas plu à un ami, que Abba va tomber cette année. Parce que, heureusement, pendant l'année, il y a eu beaucoup de compétitions cette année. La Coupe du Président, la Coupe du Gouverneur, la Coupe. Et Abba n'a pas lutté. Ça, en matière de sport, le sport, c'est une science. Le joueur qui n'a pas de compétition, au football, on ne le sélectionne pas. Et lui, il est resté sans compétition. Quelle que soit ta préparation, tes entraînements, quand tu ne passes pas au réel, même au prix d'être terrassé, tu ne sais pas quel est ton état de forme. C'est ce qui lui est arrivé. Là, aujourd'hui, il a repris forme et il est en train de faire des chutes spectaculaires aux gens, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, moi, Aïbo, sincèrement, je pense que c'est un des plus grands prétendants. Mais à Tawa, il reste 4 mastodontes. Pion le quadri, pour le champion de Dosso et ainsi debout. Il lui est arrivé de faire face à plusieurs ressortissants d'autres régions en tant que seul représentant de Dosso. Aujourd'hui, ils sont 2, donc il a un adjoint qui l'aide quand même. Bon, mais il y a le gars de Tawa. Donc, il n'y a pas trop de surprises. Ça risque d'être quelqu'un qui a déjà remporté. Et Maimouna, pour vous? Moi, je vois Tawa et Maradi. Tawa et Maradi. Ouais. Je vois déjà Aïbo avec sa performance et tout. Je vois aussi Nourala, de Tawa aussi. Tawa est déterminé en tout cas à aller en finale. Maintenant, leur adversaire, là, c'est entre Aïbo et Dosso Isaka. Doyen. Moi, je vois dans ce que j'ai pu suivre, les matchs, les lutteurs que je vois, que j'ai en vue, il y a Aïbo là, le Maradi, n'est-ce pas, parce qu'il est très technique. Il y a toujours Isaka, très en forme. Et puis celui de Tawa, là, Zakiru Zaka, qui est très performant aussi. Noura, encore moi, j'ai un peu de doute sur lui. Mais les 3 là, c'est des habitués d'abord des arènes. Ils ont eu à confronter des grands comme eux. Et je vois parmi ces 3 là, en tout cas, un d'entre eux va être le détenteur du sabre. Mais maintenant, ça va déterminer, ça va dépendre de comment les combinaisons vont se faire. Parce qu'il y a eu beaucoup de surprises à l'occasion de cette lutte. Il y a des grands qui sont tombés, alors qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils tombent aussi facilement. C'est pour ça que j'ai dit, bon. Voilà. Et même Tilaberi se trouve sans aucun lutteur. Ouais, moi, je me dis, on va attendre voir ce que ça va donner. Parce que je n'exclus pas que parmi ces gens-là qui restent, qu'ils soient. Ouais, au moins. Quand il y a une confrontation directe, c'est ça l'avantage des autres. Quand tu prends au moins... Voilà, merci beaucoup, merci à vous tous. Nous sommes à la fin de ce forum de la presse. Nos remerciements à nos invités. Arumi Abba, journaliste à la radio alternative. Maimouna Jado, journaliste indépendante. Ousseini Issa, journaliste indépendant. Tarnan Fouda Ahmed, j'ai assuré la modération de ce forum. Abdoulaye Yakouba Bonga a assuré la technique. Très bon week-end à tous.